RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Medinatoul Salam sous tension, des talibés déterminés à l'inhumation de Cheikh Béthio Thioune sur place. Ils comptent se rendre à l'aéroport et à Touba pour empêcher l'enterrement de leur guide dans la cité de Bamba. La dépouille de Cheikh Béthio Thioune quitte Bordeaux à 13h, inhumation vers 17h à Touba, selon des informations reçues d'un des fils du guide des Tiantakoun. Une délégation gouvernementale à El Oubalir, 5 jours après le naufrage d'une pirogue qui a fait 8 morts. Délégation conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État, Augustin Tine, qui a remis des enveloppes financières aux familles des victimes et aux rescapés. Démarrage du dialogue politique sur fond de boycott, le PDS et d'autres partis choisissent la politique de la chaise vide. Est-ce une stratégie qui paye? On en parle dans ce grand journal. La zone des Niayes ne risque-t-elle pas de disparaître? Les producteurs de mangue lancent l'alerte. Les promoteurs immobiliers pointés du doigt. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diop. 4 otages libérés au Sahel dans le nord du Burkina Faso. 2 militaires français tués lors de l'opération de libération. 40 millions de déplacés dans le monde en 2018 selon un rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés. Les chiffres les plus élevés ont été enregistrés en RDC et en Syrie. Présidentielle mauritanienne du 22 juin prochain. 6 candidatures déclarées. Le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire. Les sports, Malal Junior Diagne, quel sera le menu? Coupe du monde 2019 des U20, l'équipe nationale coachée par Youssouf Dabo, reçue en ce moment par le ministre des Sports Mataba. Ils ont été également reçus ce matin par le président de la Fédération sénégalaise de football. Yaya Touré raccroche les crampons. L'Ivoirien, après une carrière bien remplie, décide de se tourner désormais vers le coaching. On parlera également du football anglais. 4 équipes en finale de C1 et C3. L'Angleterre domine le football européen de la tête aux pieds. La suivre, la chronique du vendredi, Charles Faye, la revue de presse, Georges Déthié-Diop. À la technique de ce grand journal, il y a Alunba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Binta Diallo. L'inhumation de Cheikh Béthio Thioune à Medinatoul Salam ne fait pas l'unanimité à Touba, bien sûr, ne fait pas l'unanimité. Tout à l'heure, à Medinatoul Salam, des talibés du Cheikh ont fait face à la presse pour exiger l'enterrement de leur guide à Medinatoul Salam. En somme, ils veulent que la volonté du défunt soit respectée. Ils ont décidé d'ailleurs de rallier l'aéroport et Touba pour empêcher l'inhumation de leur chef spirituel dans la cité religieuse, Abdourahmane Diallo. Plusieurs talibés trouvés à l'intérieur et devant la maison du guide des Tiantakoun. Ces talibés se disent déterminés à ce que Cheikh Béthio Thioune soit inhumé à Madinatoul Salam. Serigne Béthio a dit devant tout le monde ici qu'il souhaite être inhumé à Medinatoul Salam. Accompagné de ses djawrines, il avait même délimité son mausolée. Il avait même dit que c'était un ndigal et nous comptons nous conformer à ce ndigal. Certains d'entre eux pensent que laisser leur guide reposer à Touba est une trahison envers lui. Cheikh Béthio a tout fait pour nous. Il ne nous doit plus rien. Il a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et comme il l'a dit, qu'il veut reposer à Medinatoul Salam, nous aussi nous comptons respecter son vœu. Ne pas le faire, c'est en quelque sorte le trahir. Ces Tiantakoun demandent au khalife général des Mourides d'accepter leur demande. Nous demandons vraiment au khalife général des Mourides ainsi qu'à toute la communauté mouride de respecter le vœu de notre guide pour qu'il puisse reposer à Medinatoul Salam, comme ça a toujours été son souhait. Actuellement, un dispositif sécuritaire est mis sur pied pour mettre de l'ordre. Sur place, RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Information que nous avons reçue tout à l'heure d'un des fils de Cheikh Béthio Thioune. La dépouille de leur père quitte Bordeaux à 13h GMT à bord d'un vol spécial. Inhumation prévue vers 17h à Touba. 5 jours après le chavirement d'une pirogue à Oussouye, Augustin Tine dirige une délégation gouvernementale venue présenter les condoléances de la nation aux familles des disparus. Dimanche dernier, une embarcation a naufragé faisant 8 morts à El Oubalir.
Chaque famille des victimes a reçu 1 million de francs CFA et 3 millions aux 24 rescapés, l'appel de la Minba. C'est le directeur de cabinet du président de la République qui a conduit la délégation du gouvernement venue présenter les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes du chavirement de l'Oubalir qui a fait 8 morts. Augustin Tine leur a transmis le message de compassion de Macky Sall avant de remettre à chaque famille des victimes 1 million de francs et 3 autres millions aux rescapés. Nous sommes venus parce qu'il y a un triste événement que le Sénégal vient de vivre. Nous avons perdu 8 Sénégalais. C'est naturellement un événement triste. C'est la raison pour laquelle le président a tenu à envoyer cette délégation pour premièrement présenter les condoléances aux familles qui ont perdu des leurs. Nous sommes venus aussi voir les rescapés, échanger avec eux. Ils ont dû vivre un événement douloureux. Il y en a sans doute qui ont frôlé la mort, il y en a qui ont vu sous leurs yeux leurs enfants se noyer. Le président de la République, comme il le fait à chaque fois que nous vivons des événements, qu'ils soient heureux ou malheureux, le président a l'habitude d'apporter sa contribution. Et il aura donné donc 1 million à chaque famille de personnes décédées et 3 millions pour l'ensemble des rescapés. Les familles des victimes se félicitent de ce geste du président de la République qui, disent-ils, les a soulagés dans l'épreuve. Mormbaï porte leur parole. Je dois remercier le président de la République. C'est parce qu'il nous a envoyé 5 ministres. Il pouvait ne pas le faire, même un ministre suffisait. Vraiment, on sent qu'il se soucie de sa population. Et bon, c'est une occasion. Ils m'ont appelé pour me donner leurs condoléances. Donc l'administration dans son ensemble, ils ont fait leur devoir. Donc je salue tout le gouvernement dans son ensemble. Augustin Tine n'a pas manqué de réitérer le message à une introspection face à certains comportements à l'origine des drames qu'on enregistre dans notre pays. Lamine Baz, bien sûr, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Suivez le grand journal à 12h07. Plusieurs quartiers de Touba vivent une pénurie d'eau. Les populations sont dans tous leurs états. Elles interpellent les autorités. Marema Diop s'est rendue à Darou Marnane. Reportage. À cause de cette situation, chaque matin, des centaines d'assoiffés se retrouvent devant la caserne des sapeurs-pompiers de Darou Marnane. Le robinet de la caserne représente presque la seule source d'eau. Entre bousculades et la longue file d'attente, il faut beaucoup d'efforts pour s'approvisionner. Je me suis levée très tôt le matin pour venir chercher de l'eau. On n'a même pas le temps de souffler. Vous imaginez le travail et les enfants nous attendent à la maison. Nous vivons le calvaire. Même en jeûnant, on fait 2 fois l'aller et retour. C'est compliqué. On risque même de ne pas préparer le ndogo. Kouraka a parcouru un long chemin pour trouver le liquide précieux et elle risque de rentrer les mains vides. C'est dur et dur. Une situation incomparable. Ça fait des jours on ne lave pas nos habits. Les autres travaux ménagers, j'en passe. Regardez-moi comment je suis mince. Je ne fais que chercher de l'eau. Au-delà des ménages, la situation est devenue un handicap pour certains travailleurs. Moussa est laveur de voitures. Face à ce manque criant d'eau, la population de Darou Marnane appelle les autorités à trouver des solutions pour leur ôter cette épine du pied. Marema Diop, Touba Mbaké pour la radio Futur Média. Un luxe au Sénégal. Les populations de Koutal, Marema Diop, dans la rue ce matin. Une marche pour réclamer de l'eau. Les manifestants ont brûlé des pneus sur la route et bloqué la circulation. Des promoteurs immobiliers dictent leur loi dans la zone des Niayes. Les producteurs de mangue accusent, si l'on y prend garde, la mangue risque de disparaître et la nappe phréatique également. Cheikh Anta Diop. Dans la zone des Niayes, les manguiers ont bien fleuri et on espère avoir une importante production cette année. Bint Mbengue Dieye, la directrice de l'ANCAR zone des Niayes. Cette année, on voit que les mangues ont bien fleuri. On est en période de grossissement des fruits et on espère faire une bonne production. L'année dernière, on a eu de très bonnes productions. 21 400 tonnes de mangue ont été exportées vers l'extérieur. L'origine Sénégal est très bien appréciée au niveau du marché européen et au niveau des autres marchés. Toutefois, les producteurs très inquiets alertent. Selon eux, si l'on y prend garde, ce fruit va disparaître de la zone des Niayes à cause de la dégradation de la nappe phréatique du fait de l'implantation des sociétés minières. Amadou Diakhaté, vice-président de la plateforme Mangue.
c'est le manque d'eau qui pose problème. Il y a des batteries de forage qui sont installées à Djander et on puise l'eau pour l'amener à Dakar, alors que les sociétés aussi qui sont implantées là-bas, oui, les sociétés minières, d'autres sociétés aussi sont là-bas qui posent problème. Ils ont des forages, nous les bénéficiaires directs, on ne peut pas y avoir. Je pense qu'il faudrait une politique de l'État pour qu'on puisse avoir de l'eau pour l'irrigation de nos vergers. Nos champs sont en train de se détériorer, les mangues sont en train de mourir, les manguiers. Même les producteurs ont tendance à vendre leurs vergers, c'est à cause du manque d'eau. Il faudrait vraiment qu'on s'y mette, qu'on aide aussi les petits producteurs à avoir des forages, même si c'est commun. On constate malheureusement que contrairement au vœu du chef de l'État de préserver la zone des Niayes, certains promoteurs immobiliers se livrent à des pratiques malsaines sur les lieux. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'hivernage 2019 va démarrer avec du retard. Une annonce de la météo nationale qui fait réagir les paysans du Baol. Entre autres craintes, la spéculation sur les prix des aliments de bétail. Ils s'engagent par ailleurs à se tourner vers les variétés à cycle court. Babacar Diouf. La nouvelle n'est pas tombée à bonne date, ce qui aurait permis aux producteurs de se préparer en conséquence. Très bien ici, parce que cette préparation est une nécessité. Par exemple, la préparation prévalait par exemple l'économie des ressources, les ressources alimentaires. Il faut économiser tant sur le plan des humains, tant sur le plan des animaux. Parce que si on gasse tout et que cette annonce prévoit une hivernage tardive et à déficitaire, ça vraiment, c'est une situation alarmante. Oui, beaucoup plus haut pour que les décideurs aussi prennent en compte ces aspects qui vraiment tracassent. Ils sont dès lors livrés à la merci d'une certaine classe de commerçants, pense le chargé de programme à l'Union des associations paysannes de Diourbel, à l'UNCED. Vous savez que une situation pareille profite aux usuriers, c'est-à-dire les commerçants qui ne soucient que le profit. Donc, comme l'année dernière, si vous vous souvenez bien, le sac de foin d'arachide coûtait 8 000 à 10 000, voire 10 000. Et ça coûtait cher aux propriétaires des équidés. Malgré tout, il faut se préparer à tous les niveaux de la chaîne, retient le président de l'Union des associations paysannes de Diourbel, URAPD, Pape Abdoulaye Diouf. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser les producteurs à faire le tout pour éviter le gaspillage des aliments des animaux, mais de prévoir aussi des semences adaptées aux hivernages tardifs. Ça veut dire que des variétés à cycle court. Un démarrage tardif d'un hivernage déficitaire anormal dans un contexte de grippe équine. Une nouvelle équation pour les producteurs. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. La semaine mondiale de la sécurité routière bat son plein. Prétexte pour RFM de s'intéresser aux excès de vitesse aux alentours des établissements scolaires. Il y a une réglementation. Responsables d'écoles et parents d'élèves demandent aux automobilistes de s'y conformer. Reportage Oumou Kalsoumli. Devant certains établissements scolaires, le trafic est souvent dense. Ces artères de la capitale sont très empruntées par les automobilistes qui n'hésitent pas de rouler à vive allure. Une situation qui met les élèves en danger, d'où la limitation de la vitesse devant les écoles. Walidjane, directeur de l'école Les Manguiers 2. Le fait de prendre un certain nombre de mesures pour limiter la vitesse à l'approche et même au niveau des établissements scolaires constitue une décision sage et qu'on doit vraiment féliciter même de cette décision. Dans le souci de protéger les élèves, les acteurs qui s'investissent dans la prévention routière pensent que cette mesure est plus que vitale. Cheikh Traoré est engagé par une école de la place pour aider les enfants à traverser la chaussée. On est trop content de ça, je trouve ça normal aussi. Et c'était une décision qu'il devrait prendre depuis, car ça fait un bout de temps. On voit les accidents des élèves qui se font heurter par des voitures bêtement comme ça, alors que l'État devrait prendre des mesures depuis. Les parents d'élèves, eux, attendent d'autres mesures pour pousser les automobilistes à limiter leur vitesse devant les écoles, car pour eux, les ralentisseurs ne suffisent plus. Bokar Maïsafar, parent d'élèves. Nous remarquons qu'ici, au niveau de l'école Manguier, devant la devanture, il n'y a pas de passage clouté, il n'y a pas d'agent qui fait traverser les élèves aux heures de pointe. Dans le souci de préserver la sécurité des élèves, les parents rencontrés apprécient cette mesure. Toutefois, ils invitent les automobilistes à faire preuve de prudence pour atteindre l'objectif zéro accident devant les établissements scolaires. RFM. L'actualité politique. À 12h14, comment expliquer l'absence d'une partie de l'opposition aux concertations nationales? Le PDS et PASTEF, justement, des analystes politiques s'expriment. L'explication est dans le manque de confiance entre les acteurs et leur posture n'est pas forcément perdante. Mohamed Ali Mouba.
Aux yeux de l'analyste politique Barkaba, le PDS et PASTEF ne sont pas allés répondre à Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, parce que tout simplement, ils attendent davantage de garanties. Pour ce qui concerne le PDS, on aurait pu s'attendre, après ce qu'une partie de la presse a qualifié de protocole de Conakry, qu'il y ait eu des négociations plus ou moins souterraines entre la majorité au pouvoir et ce parti d'opposition. Il semble qu'il y a encore des réglages à faire et que le PDS, qui est l'un des plus vieux partis de ce pays, qui a une très grande expérience politique, n'entend pas aller simplement répondre comme ça à Macky Sall sans avoir de très fortes garanties. Et pour ce qui concerne le parti PASTEF, ils se sont engagés dans une ligne de démarcation assez radicale qui les singularise du reste de la classe politique traditionnelle. Il n'est pas étonnant qu'ils gardent cette posture-là. Du coup, formule professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, la balle est dans le camp de la majorité. Il y a du temps et la majorité doit faire encore un geste vraiment ferme, sincère, pour que tout le monde, pour que l'ensemble donc des forces politiques puissent participer en dialogue, parce que le dialogue est important dans une démocratie. Mais si les choses restent en l'état, le PDS et PASTEF pourraient risquer l'isolement, la marginalisation. Ce n'est pas forcément le cas, énonce Barkaba. Non, est-ce qu'on peut dire que ces deux-là sont esselés? Je ne le pense pas, parce que sur la base des résultats des dernières élections, le PASTEF quand même est dans une très bonne posture. En fait, la plupart des partis les plus significatifs sur le plan des résultats électoraux, y compris le PDS, si ces partis-là ne répondent pas favorablement à l'appel du dialogue politique, je me demande si ce dialogue aura encore un sens très pertinent. Tous les deux partis récusent le ministre de l'Intérieur et veulent une personnalité neutre pour piloter le dialogue. Le PDS, Mohamed Ali Mouba, une autre partie de l'opposition et une bonne partie de l'opposition ont décidé de faire la politique de la chaise vide hier au démarrage du dialogue politique. Le boycott, est-ce une stratégie qui paye? Jean-Pierre Ndour a donné la parole à quelques Sénégalais. Le Parti démocratique sénégalais, PASTEF, la coalition Madické 2019, pour ne citer que cela, n'ont pas pris part aux concertations. Sous l'anonymat, ce citoyen analyse leur posture. L'opposition ne reconnaît pas le président de la République. C'est pourquoi elle n'est pas partie au dialogue. Une partie de l'opposition s'est rendue au dialogue. Elle a bien fait, puisque le président de la République a été reconnu officiellement. Opposition et pouvoir ont intérêt à discuter. La politique de la chaise vide n'est pas une stratégie payante, selon Modou Ndiaye, doctorant en géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Par rapport aujourd'hui, le fait que l'opposition boycotte le dialogue appelé par le président de la République, je pense que ce n'est pas une stratégie payante, dans la mesure où la politique de la chaise vide n'a jamais été payante. De ce fait, si aujourd'hui l'opposition, si c'est l'intérêt national qui les préoccupe, il devait répondre à la table des négociations. Cette femme au foyer invite l'opposition à prendre part aux discussions et y apporter leur touche. Nous souhaitons que l'opposition et le pouvoir trouvent un consensus. Nous supplions l'opposition de proposer leurs idées au président de la République. C'est ça qui fera avancer le pays. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a convoqué les représentants des partis politiques le 16 mai prochain. Il les invite à venir avec des propositions d'amendement des termes de référence en vue des concertations. En attendant, le parti Réumi est contre tout report des élections locales. La formation politique d'Idrissa Seck tient au respect du calendrier républicain et sur le dialogue politique. Le parti propose la mise sur pied d'un comité cellulaire neutre pour diriger les travaux, une condition pour poursuivre leur participation aux concertations. Le porte-parole de Réumi, Daouda Ba, était l'invité de RFM Matin. Notre position, en tout cas, nous, à Réumi, le président Idrissa Seck, ainsi que le Front national de résistance dont nous sommes membres, c'est la mise sur pied d'une commission cellulaire qui se chargera de piloter le dialogue et d'en suivre les conclusions et d'en assurer leur mise en application. Donc cette commission-là devra être constituée de personnalités neutres, choisies d'un commun accord entre l'opposition
le pouvoir et la société civile. Mais déjà, on annonce que le gouvernement dit être favorable à la désignation d'une personnalité neutre pour diriger les travaux. Alors, il faut faire la différence entre une personnalité neutre et une commission cellulaire neutre. Rappelons-nous que le gouvernement avait nommé en 2016 ou 2017 une personnalité pour piloter le dialogue national, les concertations nationales. Et malheureusement, cette personne-là, en tout cas, n'était pas, selon certains, totalement neutre. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous prônons la mise sur pied de cette commission cellulaire-là que nous proposons et qui est notre condition essentielle à une éventuelle participation au dialogue. Parlons de l'école. Quelle est la position de Réumi? Alors, la position de Réumi et du président Idrissa Seck n'a pas changé. Ça a toujours été, c'est et ça restera le respect du calendrier républicain. Le Réumi est contre tout report. Maintenant, ça dépend de ce qu'on en dira dans le dialogue. C'est-à-dire, si les intérêts sénégalais s'y retrouvent, ça pourra être sujet à discussion. Mais en tout cas, le Réumi tient au respect du calendrier républicain, du calendrier électoral. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Diop. Merci Binta Diallo. Libération d'otages au Sahel. Oui, la libération de 4 otages, dont 2 Français. Ils ont été enlevés le 1er mai dernier au Bénin. Ces otages ont été libérés donc par l'armée française. Une annonce de l'Élysée, outre les 2 Français. Une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne ont été libérés. 2 militaires français ont été tués lors de l'opération de libération qui a été menée au nord du Burkina Faso. Et au Nigeria, des mobilisations de près de 900 enfants soldats. Des enfants soldats luttant contre Boko Haram. Ils ont été démobilisés ce vendredi selon l'UNICEF. Ces enfants, des milices civiles anti-Boko Haram fondées en 2013 pour protéger aux côtés de l'armée les communautés du nord-est du Nigeria. Dans un communiqué, l'UNICEF déclare qu'ils ont été utilisés par des groupes armés dans des rôles de combat ou non. Ils ont été témoins de tueries et de violences. Le nombre de déplacés, Georges, dans le monde, il est de 40 millions de personnes. Le chiffre concerne l'année 2018. Le rapport est produit par le Conseil norvégien. Pour les réfugiés, les chiffres les plus élevés ont été enregistrés en RDC et en Syrie, Koumba Sandiane Faye. Le rapport mondial sur les personnes déplacées 2019 indique que 40 millions de personnes ont été déplacées dans le monde en 2018. Le Display Monitoring Center et le Conseil norvégien pour les réfugiés ont produit le rapport qui fait état du plus grand nombre de personnes déplacées que le monde ait jamais connu. Les chiffres les plus élevés ont été enregistrés en République démocratique du Congo et en Syrie. L'Éthiopie arrive également en tête de liste avec près de 3 millions de personnes nouvellement déplacés au cours de l'année écoulée, la plupart fuyant la violence ethnique. À l'échelle mondiale, des catastrophes naturelles comme les cyclones tropicaux, les inondations causées par la mousson, les incendies de forêt et la sécheresse ont également provoqué le déplacement de millions de personnes dans des pays comme la Chine, l'Inde et les Philippines. Les conclusions de ce rapport font un signal d'alarme pour les dirigeants du monde entier. Des millions de personnes forcées de fuir leur foyer sont en train de souffrir à cause d'une gouvernance inefficace à l'échelle nationale, a déclaré le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. Toutes les personnes déplacées ont droit à une protection et la communauté internationale a le devoir de l'assurer, a-t-il fait savoir. En Mauritanie, le Conseil constitutionnel a dévoilé la liste provisoire des candidats. 6 candidatures déclarées. Les Mauritaniens vont se rendre aux urnes le 22 juin prochain. Mohamed Diop. Il s'agit de Mohamed Ould Ghazouani, l'ex-patron de l'armée et candidat du pouvoir. Sidi Mohamed Ould Boubacar, un ancien premier ministre. Biramda Abeid, militant anti-esclavagiste. Mohamed Lemine El Mourtadi Wafi, un jeune banquier. Et l'opposant historique Mohamed Ould Maouloud. Pour ces élections, l'opposition demande l'observation de l'Union africaine, l'Union européenne et des Nations unies. Pour le moment, seule l'Union européenne a répondu favorable. Leur ambassadeur en Mauritanie, Giacomo Durazo, l'a confirmé. L'Union européenne soutiendra les organisations de la société civile pour une observation nationale du processus et mobilisera une mission d'experts européens pour assurer le suivi de cette importante élection. L'opposition exige également la recomposition de la CENI, l'organe en charge d'organiser les élections, qu'elle juge favorable aux candidats du pouvoir. Mohamed Diop, Nouakchott,
RFM. Et il s'agit bien de l'élection présidentielle prévue le 22 juin prochain. Et le 6e candidat, Binta, c'est Kane Hamidou Baba, président du parti d'opposition MPR. Il est issu de la communauté négro-mauritanienne. En Afrique du Sud, on a voté avant-hier pour les législatives et provinciales. La compilation des résultats se poursuit et une majorité se dessine pour l'ANC au pouvoir depuis 1994. Yaye Adi Maguette Ndiaye. Au terme d'une deuxième longue nuit de dépouillement, l'ANC, le Congrès national africain, avait recueilli 57,2% des suffrages, dont plus des 3/4, 76% des bureaux de vote déjà comptabilisés. S'il se confirme, ce résultat constituerait la plus mauvaise performance du parti de Nelson Mandela. L'ANC devrait toutefois conserver la majorité absolue des 400 sièges de l'Assemblée nationale. Les dirigeants du parti se sont jusque-là gardés de commenter ces résultats ou de crier victoire. Cyril Ramaphosa devait se rendre ce vendredi matin au Centre national de comptage de la commission électorale à Pretoria. L'ANC est en route vers un solide succès compte tenu de ses mauvais résultats en matière de gouvernance, selon l'analyste Daniel Silk, qui estime aussi que cette élection offre au parti sa dernière chance de relancer la croissance économique. Et c'est la fin de cette page internationale, Binta. Et c'est le début de la page sport. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Binta. Football, les Lions U20 reçus par le ministre des Sports. Ils sont actuellement dans les locaux du ministère à Dakar pour recevoir le drapeau national. L'équipe U20 coachée par Youssouf Dabo a été également reçue ce matin par le président de la Fédération sénégalaise de football. Il prépare la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler en Pologne. Ce sera donc du 23 mai au 15 juin. Maître Augustin Senghor leur a demandé d'honorer le pays comme ils l'ont fait lors de la CAN. Nous l'écoutons au micro de Sodecham. C'est là où c'est intéressant, là où vous devez montrer à la face du monde que vous valez plus qu'une Coupe d'Afrique, c'est montrer en Coupe du Monde que nous pouvons être parmi les meilleurs dans ce monde-là. Parce que votre génération est une génération de qualité. Vous en avez les moyens si vous y croyez. Et donc c'est ça l'objectif, aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Et c'est pour ça que nous aussi, on s'est dit, on ne va pas rechigner. Il y a quelques années, aux devanciers qui sont préparés, il y en a certains qui sont là, les Capi, Cavin, Nian, il y a 2 ans. Et ils n'ont pas eu la possibilité d'aller se préparer à l'extérieur, d'avoir des matchs amicaux comme vous les avez. Parce que nous, d'abord, on croit à l'investissement dans les catégories jeunes, mais surtout on croit à votre groupe. On se dit que si on vous met dans les meilleures conditions, vous pouvez nous avoir beaucoup de satisfaction. Donc c'est ça l'objectif. Et il faut que vous en preniez conscience, que les gens comprennent que nous sommes une seule famille, une seule équipe. Vous qui jouez taille, l'autre est appelé à le suppléer demain. Donc vous devez tout partager. En tout cas, c'est le message fort que je vous envoie. Montrons le meilleur visage du football sénégalais dans les comportements de tous les jours, la discipline, l'organisation, l'esprit d'équipe, d'être les meilleurs. Et même, pourquoi pas, d'effacer vos devanciers. Moi, je pense que l'ambition minimale, c'est au moins en quart de finale, entre les deux. Chaque match que vous jouez, vous devez jouer pour dire qu'on joue pour gagner la première place. Il faut que dans notre football maintenant, on s'impose d'exigences. Tous les matchs sont à gagner. Tous les matchs sont à gagner. Les Lions vont donc participer à cette Coupe du Monde prévue du 23 mai au 15 juin. Et les Lions seront dans la poule A avec les pays organisateurs, la Pologne, la Colombie, mais également l'équipe de Tahiti. Et nous allons parler, Malal, du tournoi de l'UFOA. Les Lions jouent à 15h30. Avec le pays organisateur, ce sera donc une rencontre décisive pour les Lions du Sénégal qui avaient perdu la première sortie. C'était face au Ghana, l'équipe de la Côte d'Ivoire donc, est leader de ce groupe. Le Ghana va jouer à 18h contre l'équipe du Togo. Nous passons sur Ayaya Touré, qui arrête sa carrière. Voilà, l'international ivoirien qui met fin à sa carrière de footballeur, une carrière bien remplie de l'AS Monaco à Manchester City en passant par FC Barcelone. Il a tout gagné, la Champions League, la Coupe d'Afrique des Nations de football, le championnat d'Espagne, le championnat d'Angleterre, les ballons d'or. Il a une très belle carrière. Maintenant, il décide de se lancer dans un nouveau défi, celui d'être un entraîneur. Il a déjà reçu une première licence. Il va poursuivre sa formation pour ensuite devenir entraîneur. Les clubs anglais, Binta, on en parle avec cette affaire extraordinaire. 4 équipes anglaises
En finale des deux plus grandes compétitions de clubs en Europe, la C1, la Ligue des Champions, et la C3, l'Europa League. Liverpool-Tottenham pour la finale de la Ligue des Champions, Arsenal-Chelsea pour la finale de la Ligue Europa. Comment expliquer cela? Nous avons posé cette question à Alassane Seck, c'est notre correspondant à Londres. Il est spécialiste du football anglais. Mais bien sûr, les Anglais sont très enthousiastes à l'idée de voir 4 équipes du Premiership jouer les 2 finales de Coupe d'Europe. Liverpool-Tottenham en Ligue des Champions, Arsenal-Chelsea en Europa. Ce n'est que juste récompense pour ce football, un football très suivi qui attire des millions de spectateurs à travers le monde. Mais le mérite revient aux équipes finalistes qui, malgré un programme chargé, des matchs très disputés physiquement, très épuisants, se sont battus pour être à l'ultime étape. Liverpool de Sadio Mané, malgré ce coude à coude avec Manchester City, a été très performante en Europe. Tottenham, avec des restrictions budgétaires, a dépassé ses objectifs. Les équipes d'Arsenal et Chelsea, malgré les rudes batailles pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions et des voyages interminables, ont surmonté tous les obstacles qui se dressaient face à elles. L'un dans l'autre, la présence de ces équipes en finale est amplement méritée. Et ceci fait le bonheur des férus de foot et des supporters qui déjà ont commencé leur mise en train pour les excursions de Madrid et Bakou. Alassane Seck, pour finir, Binta, un mot de basket avec les playdowns. On joue les premiers matchs aujourd'hui avec HLM Basket qui joue contre Sibac, Gia qui défie l'équipe de Mermoz. Et les filles, on joue la 18e journée demain samedi. Saltigué contre Duc, Mbour Basket contre Debaloc, UGB contre USEPT. Saint-Louis Basket joue contre le Giraffe de Dakar. Binta. Oui, Malal. Je pars. Et merci. Merci pour tout ce que vous avez dit. Mon cher ami. Pour avoir une place dans ton véhicule. Merci. Merci Malal. RFM, la chronique du jour. Le dialogue national annoncé pour le 28 mai prochain interpelle Charles Faye. Ceux qui ont répondu hier à la convocation d'Aly Ngouille Ndiaye ont bien fait, mais cela ne doit pas pousser le président Macky Sall à chambouler le calendrier électoral. Quelqu'un me disait que le dialogue est l'une des armes les plus puissantes du Sénégal. Que non, disait un autre, me rappelant le Kherum, l'inhibiteur des capacités. On pourrait en disserter en long et en large, au vu des prestations des Lions du foot, du comeback des Reds de Liverpool, mais attendons tout de même de souffrir Égypte 2019 chez Salah, avant de nous lancer dans des querelles ésotériques. Voilà qu'il est à nouveau question de dialogue national, la trouvaille du gourou des hommes politiques, le Sun-Tzu de la stratégie, l'habile et scientiste Macky qui sait comment s'y prendre quand il s'agit de neutraliser les ambitions parallèles à coups de schémas avisés. Je ne sais pas qui est assez fou pour croire que le systémique Macky fait dans le rien pour rien au titre d'une action purement démocratique. Je reste sceptique, ce d'autant qu'il ne sera pas de la présidentielle 2024. Qu'est-ce qui anime alors le Macky? Il est toutefois heureux que le Seck Idrissa, Niang Madiké et le Pur Sal répondent positivement à l'invite démocratique, ne serait-ce que pour alimenter le débat public auquel Papi Diop et Jono Sonko ont tourné le dos. Il paraît qu'El Phénoméno de la dernière présidentielle n'assiste même plus aux travaux de l'Assemblée nationale. Il se dit même que Sonko est déjà en 2024 à la recherche de 3 millions de signatures pour un séjour à l'avenue Léopold Sédar Senghor. Cela dit, il faut qu'il pense quand même à pointer du côté de l'applaudimètre. Il ne faut pas que le contribuable paie pour rien. Il n'y a pas que les affaires électorales en politique. Il y a des choses qui n'attendent pas. Pareil pour Père Wade, qui a un tout autre calendrier politique. Mais ça, c'est son affaire, celle du PDS, ou du moins de ce qu'il en reste, de ce qu'il en a fait. Chacun son problème. Les Sénégalais ont les leurs, et cela s'appelle emploi, dignité, rêve. C'est pourquoi le Sénégal émergent, dont il se dit qu'il est plus riche, mieux structuré, plus infrastructurel sous l'administration Sall, doit se passer du césarisme. Le chamboulement électoral auquel nous convie l'establishment Macky ne rime franchement pas avec notre culture démocratique. J'aime bien qu'il convoque l'ordre, le civisme, le fast-track et je ne sais quoi encore, mais de là à nous placer sous coupe réglée d'un despotisme éclairé, autrement dit d'une dictature rampante d'abord, définitivement debout en 2024. Qui sait, ça non. Il y a des limites. Père Wade a voulu nous vendre la dévolution monarchique, il a vu où cela l'a mené. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on ne s'offre pas des vacances, on s'échine plutôt à la tâche, s'invente un avenir, autrement dit, on ne recule pas. Alors de grâce, pas de repli démocratique, si nous ne voulons pas en pleurer de toutes nos larmes. Juma Moubarak et bon week-end à tous.
RFM, la presse du jour. C'est avec Georges Déthié-Diop. Ce ne sera plus à Médinatoul Salam. Cheikh Béthio sera finalement inhumé à Touba. Selon l'Observateur, la décision a été prise tard dans la nuit. Les fils et autres parents du guide d'Etienne Takoun se sont pliés au souhait du khalife général des Mourides qui a demandé que la dépouille soit amenée dans la capitale du mouridisme. D'ailleurs, Serigne Mountakha Mbacké a fait aménager un espace de 200 mètres carrés au cimetière Bahia. Et l'Obs nous apprend que la dépouille arrive dans la matinée à bord d'un vol spécial. À Bordeaux ce matin, il n'y aura pas de levée du corps, indique l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média rend par ailleurs compte du procès de l'affaire des faux billets et met en exergue cette phrase que Thione Seck a prononcée à la barre. J'ai été marabouté. Paxa, Vox Populi fait état d'un show larmoyant de Thione Seck à la barre. Les Échos le rapportent autrement à sa une. Thione nie, craque et fond en larmes. Conséquence, souligne Vox Populi, le juge a été contraint de suspendre l'audience pendant quelques minutes. Et pour se défendre, Thione a confié au président du tribunal qu'il a été bluffé et marabouté. Ses propos sont aussi à la page de titre du journal Les Échos. Propos selon lesquels on l'a sali, on lui a pris 85 millions de francs CFA et il prend 14 comprimés par jour à cause de sa détention. Maintenant, il ne risque plus la prison, si bien sûr le juge suit le parquet. Selon Les Échos, le procureur a requis 2 ans dont 8 mois fermes que Thione a déjà purgé. Quant à son co-accusé à la dignité, Vox Populi indique qu'il risque 5 ans de prison, délibéré le 23 mai prochain. Parlons à présent politique avec le démarrage hier du dialogue. Tribune fait état d'un démarrage dans la discorde, l'Obs de heure de démarrage. Le journal informe que l'opposition exige une personnalité indépendante pour modérer le dialogue, ce que confirme le journal Le Quotidien. Mon confrère écrit que les partis de l'opposition ont répondu hier à l'appel du ministre de l'Intérieur, sauf le PDS, Réumi et PASTEF. Mais de façon générale, ajoute Le Quotidien, les membres du FRN qui étaient présents ont réclamé une commission indépendante pour diriger le dialogue politique. Et à ce propos, Le Soleil fait savoir que le gouvernement est favorable à la désignation d'une personnalité neutre. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui s'est prononcé sur l'absence, disons plutôt, le boycott du Parti démocratique sénégalais. Son propos est mis en exergue par le quotidien Le Quotidien. Aly Ngouille Ndiaye a déclaré que si le PDS ne participe pas, ses préoccupations ne seront pas prises en compte. Et aux premières pages de Vox Populi et du journal Les Échos, il ajoute que si son départ est la seule raison du boycott du PDS, ils ne participeront pas. La prochaine rencontre, le 16 mai prochain, selon Le Soleil. En attendant, au PDS, la résistance contre le clan Wade se prépare. C'est ce qu'affirme en tous les cas Direct Info. Selon mon confrère, le communiqué relatif au boycott a généré un malaise au sein de la formation libérale où des cadres y voient la main de Karim Wade accusé de déstabiliser le PDS depuis Doha. À la une de Enquête, il est question de la rémunération des agents de l'État. Le journal parle d'un grand désordre. Cela au regard des conclusions qu'il juge effarantes. Les conclusions de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'administration livrée depuis 2015. Le rapport fait état de 8 milliards d'heures supplémentaires en toute irrégularité, de 85 types de primes d'indemnité, de gros déséquilibres dans le traitement des agents, entre autres. À la une de Source A, rituel sacré de la République et relations entre le président et les siens en plein Conseil des ministres, c'est parfois violent. Source A renseigne que les réunions du Conseil des ministres sont loin d'être une partie de plaisir pour les membres du gouvernement. Le journal qui dit livrer les secrets de ces réunions renseigne que, parfois, le président Macky Sall n'est pas tendre avec les siens. La raison, allez savoir. À vos kiosques et bonne lecture. De ce journal, le rappel des titres: Médinatoul Salam sous tension, des talibés déterminés à l'inhumation de Cheikh Béthio sur place. Ils comptent se rendre à l'aéroport et à Touba tout à l'heure pour empêcher l'enterrement de leur guide dans la cité religieuse. La dépouille de Cheikh Béthio quitte Bordeaux en France à 13h, inhumation vers 17h à Touba, selon des informations reçues d'un de ses fils, des fils du guide des Tiantakoun. Une délégation gouvernementale à Eloubalir, 5 jours après le naufrage d'une pirogue qui a fait 8 morts. Délégation conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État, Augustin Tine, qui a remis des enveloppes financières aux familles des victimes et aux rescapés.
Démarrage du dialogue politique sur fond de boycott. Le PDS et d'autres partis choisissent la politique de la chaise vide. Est-ce une stratégie qui paye? On en a parlé dans ce grand journal. À la technique de ce grand journal, il y avait Alun Ba. À la réalisation, Barthélémy Ngom. À 13h, Barthélémy Ngom revient. Nafissatou Silla pour le Tahrir Ramadan. Bonjour Nafi. Bonjour Adjarato Bintou. C'est parti. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى وأدامك الجنة. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Tahrir Ramadan, toute l'actualité liée au Ramadan. Le Ramadan, c'est la foire aux produits. Ils nous viennent pour la plupart de l'étranger. Certains consommateurs ont cependant constaté l'existence de produits périmés, impropres à la consommation sur le marché, dans les boutiques et parfois même au niveau des grandes surfaces. C'est le cas à Kaolack, mais les populations font preuve de vigilance. Correspondance Ibrahim Djamé. Des produits alimentaires périmés, on en trouve bien dans les rayons de certains magasins et boutiques. Malik Mbo, hôtelier de formation, un sachet entre les mains et très regardant sur les produits qu'il achète. Il découvre ces produits dont la consommation est risquée grâce à sa vigilance. Je fais beaucoup attention parce que je n'achète pas n'importe où. Moi, si c'est des boîtes en conserve, je vérifie bien la date de péremption. Dans les boutiques, si j'achète des croissants ou des bonbons comme ça, là aussi, je fais beaucoup attention. Et là aussi, il n'y a pas de date de... Non, là, non. Surtout les croissants, là, ça, il n'y a pas de date. On ne met pas la date. Donc, comment vous faites pour éviter ça alors? Bon, si je passe 2 jours ou 3 jours, si je remarque le même produit, je n'achète pas. Selon Mokhtar Sarr, ces produits de mauvaise qualité, on en trouve partout, jusque dans les rayons des magasins de grande surface, où il recommande également aux services compétents d'accentuer le contrôle. Dans les grandes surfaces, souvent, il y a ce genre de problème-là, les produits périmés, qui n'est pas propre à la consommation. C'est parce que souvent, le contrôle ne suit pas. Il n'y a pas de rigueur, surtout dans les grandes surfaces. Moi, je trouve que il faut surtout accentuer le contrôle, surtout sur les grandes surfaces. Les produits alimentaires périmés sont souvent à l'origine des cas d'intoxication alimentaire et il est recommandé de les retirer des espaces commerciaux pour les jeter à la poubelle. Jamais dans beaucoup de localités, ces produits impropres à la consommation inondent nos marchés et pour pallier cette situation, des mesures sont prises. À Dakar, c'est le cas. Le service d'hygiène a pris les devants pour faire des saisies pendant même le Ramadan. L'assurance de ces opérations est faite par Pape Malal Sow, adjoint au chef de la sous-brigade d'hygiène départementale de Dakar. Il est interrogé par Koumba Sandiane Faye. Ce service est en train de faire des descentes au niveau des marchés pour la saisie de quelques produits qui sont impropres en cette période de Ramadan. D'abord, quels sont les marchés ciblés? Les marchés que nous avons ciblés dans un premier temps, c'est le marché de Plaine et le marché champ des courses au niveau de la commune de Médina. C'était le 24 avril dernier où on a lancé le dispositif Sentinelle, qui était un mécanisme d'alerte et de riposte pour répondre de manière systématique aux commerçants verrés qui vendent les produits impropres à la consommation. Pour l'instant, on a programmé aussi d'autres marchés, mais le mercredi, Inch'Allah, on va faire une sortie au niveau des marchés de la place parce que si on communique ça, ces commerçants-là peuvent ne pas jamais exposer ces produits-là et dans ce cas-là, ça peut porter préjudice aux populations qui les consomment. Est-ce que les régions dans l'intérieur du pays aussi sont concernées? Bien sûr, ces opérations-là sont à 2 niveaux. Ce sont des opérations de routine que nous avions l'habitude de faire dans les marchés, les gares et les boutiques de coin, les grandes surfaces. Mais aussi depuis un certain temps, on a vu qu'il faut qu'on fasse la synergie des secteurs, c'est-à-dire toute la brigade descendre sur un marché qui est le contrôle. Et on a vu que vraiment ce contrôle-là a donné des résultats satisfaisants, aussi bien au niveau des saisies, parce que ça a permis vraiment de retirer beaucoup de produits qui sont impropres à la consommation et qui pouvaient quand même être source de maladie. Il y a les produits qui sont périmés, mais aussi il y a les produits qui ne sont pas périmés, mais qui sont mal conservés et qui sont quand même impropres à la consommation, qui sont exposés sous le soleil, etc. On a saisi à peu près 1 tonne dans nos locaux, donc et les opérations se poursuivent. Et le message lancé à la population par rapport à l'achat de ces produits impropres? Le message c'est à un double niveau. D'abord pour les commerçants, c'est peut-être quand même de leur dire de vraiment
de veiller aux produits qu'ils proposent à la population. Donc, je ne vois pas d'intérêt que si les commerçants vendent des produits qui sont impropres à la consommation, on les tire et on les sanctionne. On redouble de vigilance par rapport aux produits qu'ils proposent à la population. C'est peut-être de dire aux populations de veiller sur les produits. À chaque fois qu'ils voient qu'un produit, la boîte de conserve, quand même, est gondolée, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de produits-là, ne pas l'acheter. Si les produits sont exposés sous le sol et autres, mieux vaut ne pas les acheter. Merci à vous. Merci, madame. À l'instant, Pape Malal Sow, adjoint au chef de la sous-brigade d'hygiène départementale de Dakar, il est interrogé par Koumba Sandiane Faye. Tout à fait autre chose, mais toujours lié au Ramadan, baisse d'activité de certains commerces. Les spécialistes des faux ongles et cils ont senti leur chiffre d'affaires baisser, comme au marché à HLM. C'est le même constat dans les salons de beauté et de coiffure. Plus de mèches, les tendances ont changé et le Ramadan est passé par là. C'est un reportage de Salimata Awa. Le Ramadan, une période de pénitence. Les habitudes changent. Au marché HLM, les tatoueurs se ruent vers les clients pour leur proposer leurs services. Abdou, un d'eux, affirme que le travail est au ralenti. Ça ne marche pas vraiment. Les femmes ne font ni de pause ongles ni de pause cils. Cela ne rime pas avec le Ramadan, mais il y en a qui le font quand même. Non loin de Abdou, Ousmane ne se décourage pas. À part le aîné, certaines filles qui ne sont pas aptes à jeûner viennent se faire belles. Il y a des filles qui viennent toujours, surtout quand elles ont leurs règles. Elles font des poses de faux ongles et de cils. Sur place, Astou se fait tatouer les mains. Pour elle, pas question de faire des faux ongles. Elles viennent par compte-gouttes. La plupart des coiffures, ce sont les torsades, mais on comprend. Même décor dans les salons de coiffure, Tening profite du calme pour nettoyer. Pour elle, ce n'est pas le grand rush, mais ça se comprend. Je suis venue me tatouer les mains, j'ai l'habitude de le faire, sauf que les faux ongles, je ne le fais pas vraiment. Ces tatoueurs affirment que leurs chiffres d'affaires ont baissé, mais un mois, c'est gérable. Salimata Aou, ceci met fin à ce numéro de Tariq Ramadan 2019. Tout sur l'actualité du Ramadan. Nafisa Toussila était à la présentation. Merci à Malan Sonko pour la réalisation. Merci aussi à Aliouba qui a assuré la partie technique. Ramadan Moubarak et tout de suite place à Allo Présidence. Promo bu mag ci soumari.com téléphone Spark 2 ci 56 900 francs Tecno Camon